Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans la portion ressources humaines. Donc, premièrement, là, la grande question souvent que les enseignants ont, c'est comment je fais pour avoir accès à un contrat? Donc là, on se met dans la situation où est-ce que la séance d'affectation est passée, les enseignants sur des listes de priorités ont tous été placés. Donc, il y a trois types de contrats là, que vous pouvez avoir. Donc, on va parler d'un contrat à temps partiel, un contrat à temps plein. Donc, quand on parle de temps plein, là, on parle d'un poste régulier. Et souvent, on entend aussi des enseignants dire qu'ils ont une permanence. Il faut faire attention. Quand vous dites que vous avez une permanence, on va parler de 2 ans et 1 jour suite à votre obtention d'un poste régulier. Donc, premièrement, il y a le contrat à temps partiel. Donc, quand vous êtes des enseignants là, qui attendaient un contrat année après année, quand vous faites des remplacements principalement ou des partages. Donc, on va parler d'un contrat à temps partiel. Ces contrats-là, il y a une fin au mois de juin. Donc, c'est là que vous allez avoir votre paiement pour vos paies de vacances. Un contrat à temps plein d'un poste, c'est quand que vous êtes vraiment sur une chaise régulière, que le contrat, en fait, est renouvelé d'année en année, là, puis qu'il n'y a pas de coupure, donc dans la même école. Et la permanence, comme je le disais un peu plus tôt, c'est quand ça fait 2 ans et 1 jour que vous avez votre poste. Donc, petite distinction à faire ici. Donc, quand on parle d'un contrat à temps partiel, ça peut être, comme j'ai dit, une partie de tâche plus grande que 33 il faut faire un minimum de jours dans l'année scolaire pour vraiment avoir un contrat à temps partiel. Et sinon, ça peut également être un remplacement entre 1 et 100 La différence ici, c'est que si vous avez une partie de tâche de 20 mais que ce n'est pas un remplacement, ça va vraiment être un type de contrat à la leçon qu'on dit. Alors que dès qu'il s'agit d'un remplacement, que vous venez remplacer une enseignante dans sa classe, peu importe si c'est pour une réduction de tâches, lorsqu'il s'agit d'un remplacement, ça va vraiment être un contrat à temps partiel. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, le poste à temps plein, ça n'est pas un remplacement parce que c'est vraiment votre chaise à vous. C'est obligatoirement une tâche à 100 déclarée aussi avant le 1er décembre. Donc ça, c'est des technicalités un petit peu plus ressources humaines, mais normalement, là, quand que vous devenez un enseignant régulier, vous le savez vraiment là, que ce n'est pas un contrat à temps partiel, mais un contrat à temps plein. Je m'excuse. Donc, je vais recommencer à partir de cette slide-là. En fait, ce que je voulais dire, c'est quand vous êtes des enseignants sous contrat à temps partiel ou des contrats à temps plein, mais à ce moment-là, vous êtes rémunéré selon l'échelle salariale là, qui vient tout juste d'être négociée. Donc, l'échelon 1 part à partir de 46 527 et se rend jusqu'à l'échelon 16 qui est 92 027 Donc là, vous devez vraiment regarder, bien en fait, il faut faire attention parce que les 2 dernières colonnes, c'est à compter de la 141e journée de travail de l'année scolaire 2021-2022 et à compter de la 139e journée de travail de l'année scolaire 2022-2023. Donc là, présentement, vous vous trouvez dans la première colonne 2021-2022. Et lorsqu'on va atteindre la 139e journée de l'année scolaire 2022-2023, il va y avoir un ajustement pour votre salaire. Maintenant, comment est-ce qu'on fait justement pour déterminer là, à quel échelon vous êtes, comment est-ce que vous allez être rémunéré? Bien évidemment, là, c'est des choses qui sont déjà inscrites dans la convention collective. Donc, on va prendre 2 éléments en considération pour déterminer votre échelon salarial. Le premier élément, vous vous en doutez bien, ça va être la scolarité. Et le deuxième élément va être votre expérience. D'ailleurs, quand on parle d'expérience, c'est important, je vous ai dit plus tôt là, que d'un centre de service scolaire à un autre, votre échelon salarial ne devrait pas changer lorsque vous êtes sous contrat. C'est vrai parce que vous devez demander aux ressources humaines d'où vous avez travaillé une attestation d'expérience où est-ce que le nombre de jours, le nombre d'heures est déclaré à titre d'enseignant pour que les ressources humaines puissent la considérer. Donc, si on revient un petit peu à la scolarité, il faut savoir qu'à chaque tranche de 30 crédits, vous augmentez de 2 échelons. Donc, si vous avez terminé votre bac en enseignement, vous devriez avoir 120 crédits, donc vous êtes à 17 ans de scolarité. À 17 ans de scolarité, vous avez déjà 2 échelons,
puis on vous reconnaît 1 an d'expérience, donc vous commencez automatiquement à l'échelon 3. Ça, c'est pour un exemple de quelqu'un qui a un bac là, de 4 ans en enseignement. Si jamais vous avez un parcours atypique, à ce moment-là, les ressources humaines vont vraiment analyser votre dossier, voir quelles sont là, votre scolarité, combien de crédits vous avez. C'est à partir de là qu'on va aller déterminer votre échelon salarial. Donc, si jamais vous avez une maîtrise, donc c'est plus de 40 crédits, bien, à ce moment-là, vous allez vous chercher un échelon, euh, un échelon de plus dans votre scolarité. Donc, 2 échelons sur la grille salariale. Je sais que ça, des fois, ça peut être un petit peu plus compliqué parce qu'on parle de crédit, c'est vraiment du cas par cas. Mais il faut savoir, là, si vous devez retenir quelque chose, c'est qu'à chaque tranche de 30 crédits, vous augmentez de 2 échelons sur notre grille salariale. Si jamais vous êtes à 33 crédits, bien, il y a un 3 crédits supplémentaires là, qui ne pourra pas être comptabilisé pour augmenter d'échelon. Maintenant, pour l'expérience, bien, une première année, quand vous faites de l'enseignement chez nous, vous avez droit à une première année de 90 jours seulement pour augmenter d'expérience. Par la suite, pour augmenter dans votre échelon salarial, ça va vous prendre un minimum de 135 jours travaillés dans votre année scolaire pour pouvoir là, bénéficier d'un échelon supérieur selon votre expérience. Il y a un surplus maximum de 45 jours qui peut être reporté d'une année à l'autre pour aller chercher soit le 90 jours ou le 135 jours pour augmenter d'échelon salarial. Et les stages ne sont pas pris en considération, mais la suppléance, oui. Donc, bien évidemment, lorsque vous faites des stages, la majorité du temps, ce sont des stages qui ne sont pas rémunérés. Ou est-ce que vous êtes toujours en apprentissage? Donc, c'est pour ça que ce n'est pas considéré dans votre expérience, mais dès que vous faites de la suppléance, on considère que vous avez une prise en charge de votre classe. Donc, à ce moment-là, c'est considéré pertinent là, pour reconnaître votre expérience. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, l'expérience dans les autres centres de services scolaires compte en autant que c'est à titre d'enseignante et qu'il y a le nombre d'heures ou le nombre de jours par année scolaire d'inscrits. Donc, c'est vraiment ça là, pour ce qui est de la rémunération, comment est-ce qu'on détermine vos échelons salariales. Donc, si le taux annuel applicable à 200 jours de travail là, sur 10 mois, il faut savoir qu'il y a une question aussi de 260 jours et de 200 jours. Pourquoi? Parce que l'année complète inclut l'été. Mais lorsque vous êtes des enseignants contractuels, il y a un paiement qui se fait au 30 juin. C'est votre paiement de vacances, c'est ce qu'on appelle l'ajustement plus du mois et c'est fait en un seul versement. En fait, c'est ce qu'on appelle votre paye d'été. Donc, tout au long de vos payes durant l'année scolaire, il y a un montant qui est pris et qui est mis de côté et qui vous est versé lors de la dernière paye de l'année scolaire, en un montant forfaitaire, si je peux dire ça. Donc, ça, c'est votre paye d'été. Donc, c'est important là, de vous faire un petit budget avec ça et de ne pas penser que vous allez avoir des payes en continu tout l'été. Sinon, vous allez trouver l'été un petit peu plus difficile. Par la suite, encore une fois, pour ce qui est de la rémunération, bien là, je voulais juste vous donner un petit exemple ici pour les personnes qui aiment le plus concret. Donc, annuellement, mettons que vous êtes à un salaire de 51 662 bien, le 1/200e, c'est 258,31 et le 1/260e, c'est 188,70. Donc, comme je vous l'ai dit, cet argent-là, ça sert vraiment à couvrir les périodes de Noël, de la semaine de relâche et des vacances d'été. Donc, c'est de l'argent que vous avez travaillé parce que tout le monde est payé annuellement. Pour ce qui est des déductions, donc bien évidemment, il y a des déductions qui sont prises en même votre salaire. Donc, au courant de l'année, lorsque vous avez un contrat à 100% du début jusqu'à la fin, vous avez un total de 26 payes, donc 26 périodes de paye. Vous êtes payé à chaque 2 semaines. Et vous voyez ici, en fait, là, les retenus qui sont pris sur votre salaire. Donc, les impôts sur le revenu fédéral, provincial, le régime des rentes du Québec, le régime québécois d'assurance parentale, l'assurance emploi, le fonds de pension, les cotisations syndicales ainsi que les assurances collectives également. Donc, ça, c'est surtout pour nos nouveaux collègues là, qui ont été recrutés en France. À ce moment-là, je sais que c'est pas pareil chez vous. Donc, ici, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les retenus sont pris en même votre salaire. Donc, quand vous voyez vos payes, vous voyez un salaire brut et vous voyez un salaire net. Donc, le salaire net, c'est une fois que tout
ces cotisations-là ont été prises sur votre salaire. Par la suite, quand on parle d'assurance, bien, en fait, c'est les assurances avec la capitale. Je vais passer brièvement cette portion-là, en fait, parce qu'on a quelqu'un aux ressources humaines qui est spécialisé, là, qui est vraiment, qui a la responsabilité, en fait, de s'occuper des assurances. C'est Mme Catherine Terrien, que vous pouvez rejoindre avec ses informations ici, là, son numéro de poste et son courriel. Mais vous allez recevoir un formulaire d'adhésion après votre entrée à l'école. Lorsque vous allez recevoir un contrat, vous allez également recevoir le formulaire d'adhésion qui va vous être envoyé directement à l'école. Selon la convention collective des enseignants, vous devez adhérer à l'assurance collective La Capitale, qui est dans le fond ceux qui assurent nos enseignants, avec l'assurance maladie et assurance salaire. Donc, si jamais vous ne retournez pas votre formulaire, vous allez adhérer là, par défaut à l'assurance maladie individuelle maladie 1. Donc, c'est important si jamais vous êtes couvert par des assurances de votre conjoint ou conjointe, d'en aviser Mme Terrien là, pour ne pas payer des frais qui seraient inutiles. L'assurance collective de la capitale ne couvre pas les lunettes ni les soins dentaires, c'est important de le mentionner. Et ici, là, vous voyez les 4 options possibles. Donc, soit vous êtes exempté de ces assurances, sinon il y a l'assurance individuelle, l'assurance familiale monoparentale et l'assurance familiale. Et il y a également 3 niveaux de couverture, donc maladie 1, 2 ou 3. Bien évidemment, lorsque vous allez recevoir ce formulaire d'adhésion-là, vous allez avoir tous les explicatifs des options possibles et des niveaux de couverture, en fait, qu'est-ce que ça implique. Maintenant, pour ce qui est des journées de maladie et de force majeure, donc la première année seulement, vous avez une banque de 6 jours de maladie non monnayables qui sont conservés tout au long de l'année. Sinon, annuellement, vous avez 6 jours de maladie monnayables, sinon utilisés en fin d'année, c'est 1,2 centimes, c'est-à-dire qu'ils vous sont rémunérés et renouvelés pour votre prochain contrat. Si jamais vous êtes un enseignant là, qui avait un poste permanent, c'est renouvelé à chaque année. Annuellement, vous avez également 3 journées de force majeure. Donc, pour les forces majeures, il faut faire attention. C'est des journées utilisées pour vraiment, comme ça le dit, des forces majeures. Donc, première journée pour affaires personnelles sans pièce justificative. C'est la première journée, c'est votre seule chance là, où est-ce que vous n'avez pas à fournir de pièces justificatives. Sinon, première journée pour affaires personnelles avec pièce justificative, ça peut être un rendez-vous lié à l'éducation, à la santé de votre enfant, convocation à la cour, participation à une fête religieuse ou accompagnement ou aider un parent pour un rendez-vous médical ou un rendez-vous à la cour. Donc, ça, c'est les raisons qui sont acceptées. Sinon, première journée pour la force majeure, circonstances incontrôlables. Donc, ça peut être par exemple un dégât d'eau, victime de vol ou panne d'automobile. Ça peut aller jusqu'à une demi-journée ou un accident en se rendant au travail également. Donc, ça rentre dans les forces majeures. Sinon, accident du conjoint-conjointe ou d'une personne à charge. Également, victime de vol, vandalisme ou dégâts matériels au domicile. Donc, comme je vous disais, là, si jamais vous avez un dégât d'eau ou un dégât chez vous, ça va rentrer là, dans la force majeure. Pour ce qui est des congés spéciaux sans perte de traitement, mais vous voyez ici les congés spéciaux là, qui vous sont accordés. Donc, soit décès du conjoint-conjointe de l'enfant. Donc, pour ce cas-là, il y a 7 jours consécutifs ouvrables qui vous sont accordés ou non. Décès du père, mère, frère, sœur, 5 jours consécutifs ouvrables ou non. Décès des grands-parents, belle-famille, à ce moment-là, on a 3 jours. Si jamais c'est pour un mariage de l'enseignant, donc votre mariage à vous, vous avez 7 jours consécutifs à partir de la journée du mariage ou de l'union. À chaque fois, en fait, là, ça va prendre des pièces justificatives aussi là, pour avoir accès à ces congés-là. Puis finalement, vous avez également une journée qui vous est octroyée là, pour un déménagement. J'ai sauté aussi mariage du père, mère, frère, sœur, enfant, le jour du mariage ou de l'union. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour les congés spéciaux. C'est sûr que ça, vous ne pouvez pas vous en rappeler. Bon, si jamais vous avez des questions, juste appelez aux ressources humaines. Selon le cas de figure, on va pouvoir vous indiquer là, combien de jours vous pouvez prendre et à partir de quelle date également. Je vous avais parlé un petit peu plus tôt que j'allais vous mentionner, que j'allais vous montrer en fait des relevés de paye. Donc ici, vous voyez un exemple pour un enseignant qui a un contrat de temps partiel.
dans notre jargon qui est appelé des E3. Donc, vous voyez que la période couvre 2 semaines et vous voyez également toutes les déductions qui sont faites. Donc, tantôt, je vous avais parlé des impôts fédérales, provinciales, l'assurance emploi, le RQAP. Donc, vous avez vraiment un départ, un total imposable, donc brut, et finalement le total net, donc c'est suite à toutes les déductions qui sont prises. Vous avez également votre taux à 1,260e et le taux là, à 1,200e. Là, ça, c'est un exemple ici de quelqu'un qui est à l'échelon d'eau. Donc, ça ressemble à ça lorsque vous allez avoir votre relevé de paye. Là. Donc, pour ce qui est d'un enseignant qui a un contrat, puis c'est des payes, là, comme je vous ai dit, qui sont données à chaque 2 semaines. Maintenant, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui fait de la suppléance. Donc, ça peut être également votre cas si jamais vous commencez votre année comme suppléant dans nos écoles. Donc, encore une fois, ici, c'est des périodes de paye de 2 semaines. Qu'est-ce que je dois mentionner, par contre, c'est qu'étant donné que ce n'est pas des payes automatiques, que vous n'êtes pas embarqué dans les payes automatiques, les calendriers de paye ne sont pas les mêmes quand vous êtes en suppléance. Donc, il peut y avoir un décalage là, de 2 semaines pour avoir votre paye lorsque vous faites de la suppléance. Ce que je peux mentionner également qui est différent quand vous faites de la suppléance, c'est que vos journées sont tous inscrites. Donc, vous voyez ici ce qui est encadré, là, c'est toutes les journées travaillées en suppléance de l'enseignant. Il y a les mêmes, dans le fond, il y a des prestations également qui sont faites lorsque vous travaillez comme suppléant. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de taux 1/200e ou 1/260e. Pourquoi? Parce que la suppléance, vous êtes payé ce que vous faites, étant donné que ce n'est pas un contrat, il n'y a pas de charge qui est pris pour vous donner ça lorsque vous allez être en vacances, donc à votre dernière paye. Quand on parle de paye de vacances, là, c'est vraiment un montant qui a été prélevé à chaque paye lorsque vous étiez sous contrat. C'est bien important là, de le comprendre pour ne pas avoir de mauvaises surprises.